Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Évidemment je filme cette vidéo le jour où je la sors parce que je suis une personne très organisée. J'ai un peu trop confiance en ma capacité à faire du montage rapidement, sachant qu'il est midi. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan culturel de tout ce que j'ai apprécié voir, lire, regarder depuis le précédent bilan culturel qui était au mois de septembre. Comme vous pouvez le voir, mon rose s'est déjà pas mal effacé avec la piscine. Je suis trop contente d'avoir essayé cette couleur. Si vous découvrez que j'ai la tête rose, c'est parce que vous ne me suivez toujours pas sur Instagram et dans ce cas-là, qu'attendez-vous mes amis? On va commencer par les livres. Tout d'abord, alors je l'ai plus ici parce que je l'ai rendu à Lulu. C'est Lulu qui me l'avait prêté. C'était En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. Édouard Louis, j'ai tellement aimé ses écrits, j'aime tellement cette personne que hier je suis allée m'empresser d'acheter son dernier bouquin, Changer méthode. Je vais le lire et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Il sera sûrement dans le prochain bilan culturel, mais j'ai trop hâte de le lire. Il a l'air génial. C'est les éditions Seuil, donc je trouve le bouquin trop beau, enfin il va être trop beau dans ma bibliothèque, vraiment une bibliothèque d'adulte. Quand t'as des livres qui ressemblent à ça et que tu t'extasies sur ce genre d'édition, c'est que tu deviens un peu une adulte. Pour ceux qui ne connaissent pas, Édouard Louis, c'est un normalien qui est sociologue aujourd'hui. Il a 28 ans si je ne dis pas de bêtises, donc il est vachement jeune. Et il a écrit pas mal de livres déjà, qui viennent de la campagne picarde. Ses parents étaient ouvriers et il est transclasse. C'est un nom un peu barbare pour dire qu'il a changé de classe sociale. Donc il vient de la classe sociale populaire et aujourd'hui, bon bah c'est un bourgeois aujourd'hui. Il est très CSP+. Et donc en fait il raconte la façon qu'il a eu pas de sortir de la pauvreté parce que c'est pas le but du livre. Le fait d'être homosexuel et de pas se retrouver dans les injonctions de sa classe d'appartenance à l'époque, ça l'a mené à prendre un parcours différent de ses pairs à ce moment-là. Donc il va pas suivre le même parcours que son père, que ses frères, que ses camarades de classe, et il va se retrouver dans une filière générale à un lycée à Amiens où il va se retrouver avec des garçons qui n'ont rien à voir avec les garçons qu'il a côtoyés toute sa scolarité. Et le livre commence sur une scène très violente de harcèlement à l'école parce que il est homosexuel et c'est pas très bien vu en général. Et surtout dans la classe populaire, on a vraiment cette injonction à la virilité, au fait d'être un dur. Et donc quand on est un petit garçon assez efféminé avec des manières, on se fait vite casser la gueule à l'école. Et d'ailleurs il y a des scènes, les scènes de harcèlement vont courir un peu tout le livre. Il y a une scène qui est extrêmement violente pour une personne qui a la phobie de la morve, des crachats comme moi. J'ai failli vomir. J'étais vraiment pas du tout bien face à cette scène. Déjà par la violence de la scène et parce que juste c'est un acte qui me répugne. Je l'ai pas dit, mais Édouard Louis, son nom et son prénom c'est Eddie Bellegueule. Son nom de famille c'est Bellegueule, son prénom c'est Eddie. Donc il a aujourd'hui changé de prénom et de nom de famille et il s'appelle Édouard Louis. Rien à voir et ça montre aussi par ce changement de nom cette volonté de s'embourgeoiser un peu. Enfin, on le comprend très bien en fait dans son livre. C'est un peu son homosexualité qui l'a vraiment mis en décalage avec tous les référents qu'il avait autour de lui à ce moment-là. C'est par son attrait pour le théâtre, c'est par ses manières, par le fait qu'il était rejeté par les autres garçons de son âge qui l'a poussé à partir et à aller dans une autre voie. Il s'est retrouvé dans des classes préparatoires, à l'école normale supérieure et à avoir un destin complètement différent que de celui qui lui était destiné à la base au vu de sa famille et de sa situation économique quoi. Le bouquin est très bien écrit, il est assez rapide à lire parce qu'il est vraiment très court. Sociologiquement parlant c'est hyper fort comme bouquin. Moi je l'ai lu parce que Lulu me l'a conseillé puisque Lulu fait son mémoire sur les transclasses. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est passer d'une classe d'appartenance à une autre classe sociale et cette situation où tu vas du coup te retrouver à prendre de la distance avec les personnes que tu côtoyais auparavant parce qu'ils ont des valeurs qui ne sont plus les tiennes et où tu vas essayer de t'agripper à un nouveau groupe mais qui eux parfois sont pas prêts à t'accepter non plus tu vois parce que t'as pas été élevé de la même manière qu'eux, t'as tout le capital social, économique etc qui rentre en jeu et il y a des vraies disparités et des inégalités de ce point de vue là. C'est un truc que j'avais senti un peu quand j'étais rentrée en prépa où il y avait des gens qui avaient été dans des lycées et ils avaient été tellement plus loin dans les enseignements que moi, ils avaient un capital culturel qui était tellement plus approfondi que le mien et j'étais en mode mais genre jamais de ma vie je pourrais rattraper ça en fait parce qu'ils ont 8 trains d'avance. C'était hyper frappant de retrouver ça dans ce bouquin et c'est pour ça aussi que j'ai trop hâte de lire toute la bibliographie d'Édouard Louis. Ce qui est très intéressant c'est que quand il écrit, parfois il se ressent dans le présent et il dit voilà là de vous écrire ça me fait pleurer, je suis pas bien, ça me fout mal. Il va ajouter des commentaires en récitant des événements passés où il va dire bon bah voilà en fait quand j'y repense cet événement là ça m'avait fait me sentir comme ça et aujourd'hui quand je repense à cet événement je me sens encore plus mal. En vrai c'est hyper violent parce que dans son livre t'as une forme de mépris vraiment de la classe populaire parce qu'il s'est élevé entre guillemets dans la hiérarchie des classes sociales. C'est une violence. Vous aimez bien la sociologie, il va vous parler quoi. Ensuite, deuxième bouquin, bah alors là rien à voir, un registre beaucoup plus léger. Tadam!
J'ai lu le fameux bouquin de Madame Situation, un bouquin de développement personnel sous forme de carnet puisque vous avez des petits exercices à faire dedans. Moi je vous avoue que je me suis pris au jeu, je les ai faits. Je vais être 100% honnête sur ce livre, je le recommande aux personnes jeunes. Si vous n'aimez pas la lecture, il peut quand même vous convenir parce qu'il se lit très vite. C'est un livre de 150 pages, même pas. Il y a pas mal d'infographies, pas mal de petits exercices, donc il est assez ludique. Je vais peut-être le recommander aussi aux personnes qui sont au fond du trou. Si ça peut vous aider à avoir un peu de lumière, c'est pas mal. Mais après, aux personnes comme moi qui essaient déjà par leur propre méthode d'être positives dans leur vie, de s'organiser, je sais pas si je le recommanderais parce que c'est un peu cher pour ce que c'est. Je trouve que ça reste quand même un peu à la fin de la journée un objet marketing. En fait, sur 150 pages, franchement, une dizaine de pages où c'est soit des pages blanches, soit des photos d'elle. T'as des citations qui prennent des pages entières. Je regrette pas d'avoir mis ma thune là-dedans parce que Lena Situation, c'est une youtubeuse que j'aime bien. J'aime bien le contenu qu'elle produit, je trouve que c'est une bosseuse. Ça me fait plaisir d'avoir soutenu son travail en achetant son bouquin. Mais il m'a pas appris grand chose quoi. Sur 150 pages, j'espérais des conseils que je puisse vraiment réappliquer. Et en fait, bah moi, j'ai pas appris grand chose quoi. Après, il y a des trucs que j'ai appris, je suis mauvaise langue. Enfin, c'est pas le bouquin de l'année selon moi, tu vois. Oui, c'est un livre de développement personnel. Est-ce que ça m'a développé? Non. Oui, je le recommande aux gens qui veulent des bouquins de développement personnel qui sont pas culpabilisants, moralisateurs, parce que pour le coup, elle est vraiment douce. En vrai, j'ai passé un très bon moment lisant, mais je remettrai pas 20 balles dedans. Ensuite, registre complètement différent également. George Orwell, La ferme des animaux. Troisième et dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui. J'avais lu 1984 de George Orwell et donc j'étais trop hypée à l'idée de lire La ferme des animaux et Sarah me l'a offert pour mon anniversaire avec 2 autres livres. Elle m'a aussi offert Orgueil et préjugés. Faut que je vous montre l'édition parce qu'elle me fait bander. Regardez l'édition magnifique, il est magnifique ce livre. Elle a fait les marque-pages, je les ai déjà présentés en story Instagram. Et donc elle m'a évidemment signé le livre. Pour Marine, un livre aussi beau que toi, bisous Sarah. Et l'édition est magnifique, genre ça doit être le plus beau livre de ma bibliothèque actuellement. Il est vraiment magnifique. Je suis trop contente. Vous le verrez sûrement dans l'un des prochains bilans culturels parce qu'évidemment je vais le lire. Pour en revenir à La ferme des animaux, un jour de juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux, les cochons dirigent le nouveau régime, Boule de Neige et Napoléon, cochon en chef, affichent un règlement, tout ce qui marche sur 2 pieds est un ennemi, tout ce qui marche sur 4 pattes ou possède des ailes est un ami, nul animal ne tuera un autre animal, tous les animaux sont égaux, le temps passe, la pluie efface les commandements, l'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer, tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. Ce livre se lit très vite, ouais 160 pages, et c'est une critique du communisme. Donc en gros, c'est les animaux qui vont se soulever dans la ferme, chasser le fermier et la fermière, et les cochons vont se placer en classe dirigeante. C'est eux qui vont énoncer les 7 commandements du nouveau régime, et ce régime a pour but en fait de rendre tous les animaux égaux et donc de faire en sorte que les animaux travaillent pour eux et surtout qu'il n'y ait plus d'humains qui viennent les exploiter. Et on va se rendre compte au fur et à mesure du bouquin qu'en fait les cochons en ont décidé autrement. Ensuite, les films que j'ai vus. J'ai vu le film Boîte Noire avec Pierre Ninet. C'est un film que j'ai bien aimé. J'ai été le voir avec ma copine Maëlle. J'ai trouvé qu'ils en faisaient quand même un peu des caisses. Je suis désolée, hein, Pierre Ninoche. J'ai trouvé le film trop long pour ce que c'était. L'histoire était intéressante, hein, il y avait pas mal de rebondissements. Ils ont beaucoup rajouté avec le choix des musiques, avec le choix des plans. Ils ont ajouté beaucoup de tension. Parfois là où il y en avait pas de fou. J'étais recroquevillée dans mon fauteuil en mode que va-t-il se passer? Et en fait finalement la chute était pas incroyable, mais globalement c'était un film plutôt cool et j'ai surtout aimé la fin en fait, je l'ai trouvé vraiment forte. La personne va vraiment se prendre dans l'affaire, elle va devenir complètement folle et obsédée par ça, ce qui est pas toujours le cas dans les films hollywoodiens où finalement bon bah voilà l'affaire est résolue, la personne est érigée en héros. Là la fin est beaucoup plus puissante je trouve, je m'y attendais pas et j'étais très contente que ça se termine comme ça. Ensuite j'ai vu sur Netflix le documentaire Britney vs Spears. J'ai trouvé le documentaire très intéressant et il montre vraiment la situation dans laquelle la chanteuse a été complètement bloquée. Elle a depuis son enfance été utilisée par les médias, elle est devenue la cible des paparazzis, à être suivie tout le temps. Dès qu'elle faisait un pas de travers, elle se retrouvait à la une des magazines. C'était vraiment une poule aux œufs d'or pour les médias parce qu'ils savaient que s'ils faisaient un article sur Britney Spears, ça allait fonctionner en fait. Ils la foutaient en une de couverture à gogo. Là, le documentaire retrace le travail de recherche de personnes qui essaient de comprendre en fait pourquoi Britney Spears s'est retrouvée dans cette situation. Toutes les tentatives qu'elle a eues pour essayer de s'en sortir, elle est passée par des gens pour que les bonnes personnes tentent de l'aider. Elle avait pas le droit d'avoir son propre avocat puisqu'elle était sous tutelle et donc en fait elle était obligée d'avoir un avocat commis d'office, si je ne dis pas de bêtises. Et donc forcément cet avocat là, bon bah est-ce qu'il allait se battre autant que l'avocat qu'elle avait choisi elle pour se battre contre la tutelle de son père? Il y a un moment l'intervention d'un avocat, celui avec lequel elle voulait travailler et qui devait prendre sa défense, et il disait bah en fait comment lui il avait prévu de prendre la défense de Britney Spears et en fait finalement comment l'avocat qui avait été désigné par la loi a pris sa défense. J'ai trouvé le documentaire très intéressant, il se regarde très
très vite. Enfin ça fait un peu rager, moi j'étais dans le train, je serrais les dents, la voisine d'à côté me regardait bizarrement. Ensuite j'ai encore regardé un film Netflix, Marie et Malcolm, donc c'est avec Zendaya, et j'ai trouvé le film pour le coup esthétiquement magnifique. Donc déjà il est entièrement en noir et blanc, c'est un film qui se passe dans un espace-temps très réduit, puisqu'en fait il se passe sur une nuit. Zendaya est la compagne d'un réalisateur. En rentrant de la soirée de la première de son film, une dispute éclate qui va durer en fait toute la nuit et qui va montrer à quel point au sein du couple les deux personnes sont assez toxiques l'une pour l'autre, et en fait ils vont se claquer leur cas de vérité en face, parfois avec une extrême violence dans les mots, entrecoupés par des scènes où la passion reprend le dessus, ils sont sur le point de faire l'amour avant qu'ils rebondissent à nouveau sur un sujet et qu'ils se redisputent à nouveau. Moi c'est une situation que j'ai déjà vécue et donc je me suis beaucoup retrouvée dans ce film là, je l'ai trouvé très puissant en termes de remise en question existentielle, le fait d'être prêt à accepter l'amour de l'autre, le fait de s'aimer soi avant d'aimer l'autre pour être heureux dans sa relation, et j'ai trouvé ce film très cool. J'ai vu Dune avec Timothée Chalamet et Zendaya, et quelle claque cinématographique! Il est magnifique ce film, un peu long, parce qu'un film de 2h40. À la fin j'avais mal au coccyx dans le fauteuil du cinéma, je vous avoue, c'était long. Mais alors par contre, les plans, les univers, les musiques, c'est une grosse claque, hein, c'est vraiment une grosse claque. J'ai adoré aussi le jeu des couleurs, il y a vraiment un jeu des thèmes de couleurs qui vont changer, quand par exemple ils sont sur la planète, punaise, j'ai plus aucun nom de planète et aucun nom de personnage. Oh merde. Bon bref, quand ils sont sur la planète de Timothée Chalamet, t'as vraiment une couleur très froide, d'ailleurs qui mettent très bien le Timothée en valeur si je puis me permettre. Et quand ils sont dans le désert, t'as vraiment tout un sous-ton très chaud. Sur la planète des méchants, c'est assez violet, assez sombre. Ça m'a vraiment marqué. Le jeu des couleurs, j'étais en mode waouh. Après, ce qui est bien aussi, c'est que bon, le film était long, c'est difficile de rester dedans, mais il a le mérite de bien poser l'intrigue. On comprend bien les enjeux des différents personnages, parce que après il va y avoir une suite évidemment. Pour vous le faire très vite, c'est dans un futur très lointain. Et il y a une planète qui s'appelle Arrakis, une petite planète un peu désertique qu'on surnomme Dune du coup. Et sur cette planète, on cultive l'épice. L'épice, c'est une denrée qui est très rare. C'est un peu le délire Star Wars, t'as un empire qui domine sur plein de planètes, et t'as des planètes qui sont dirigées par des familles un peu royales on va dire. La planète Arrakis, elle a été labourée pendant plusieurs années par la baronnie Harkonnen. C'est un peu les gros méchants, et d'ailleurs le baron est ultra moche, mais vraiment immonde. Il est moche quoi. Enfin tu vois que c'est le gros méchant quoi, c'est écrit sur sa gueule, je suis méchant, je vais vous faire du mal. Et nous avons à côté de ça la famille Atréides. C'est là qu'il y a le fameux Paul Atréides joué par Timothée Chalamet. Ce beau gosse de la galaxie là. En plus il est trop bien mis en valeur dans le film, oh là là. Au début du film on comprend que l'empereur, donc celui qui dirige tout, demande à la famille Atreides d'aller labourer cette terre Arrakis où il y a l'épice. La baronnerie Harkonnen dégage. On comprend très vite que c'est un peu un piège de la part de l'empereur et que sur la planète Arrakis il y a un peuple qui s'appelle les Fremen. C'est les gens qui vivaient là avant que tout le monde débarque pour cultiver l'épice. C'est un peu des nomades qui vivent dans le désert, qui sont très bien adaptés à leur environnement. Donc en gros il y a des gros vers de sable et ils sont capables de surfer dessus, enfin c'est un truc de ma boule. Et à force d'être exposés constamment à l'épice, leurs yeux sont devenus bleus, mais bleus vifs. Genre là en termes de post-prod, ils ont dû galérer à faire des yeux aussi bleus à tout le monde. Il va y avoir plein d'enjeux. Le jeune Paul va se retrouver sur une planète où il ne connaît que dalle, au milieu d'un désert avec des gros vers, etc. Vous comprendrez bien mieux si vous regardez le film parce que je suis une très mauvaise narratrice. Maintenant nous pouvons passer aux séries. Tout d'abord, j'ai vu la saison 3 de Sex Education qui est l'une de mes séries préférées. Vraiment, elle est trop cool cette série. Elle éduque sur plein de sujets. Alors, c'est pas ma saison préférée, on va pas se mentir. J'ai eu du mal avec toute l'idée de soulèvement au sein de l'école. En gros, il y a une nouvelle directrice qui arrive parce que ça fait 2 saisons que c'est le bordel dans le lycée, que tout le monde parle de queue, qu'il y a des hymnes, des chorales avec des pénis et tout. Les parents n'en peuvent plus, l'Angleterre n'en peut plus, et donc ils mettent une nouvelle directrice à la tête de ce lycée en mode s'il te plaît ma belle, fais quelque chose pour ces obsédés du cul. Et en fait elle arrive et elle a des méthodes de management qui sont fortes dans la manipulation. C'est une intrigue qui est très intéressante hein. Mais j'ai moins aimé que les saisons précédentes. Et surtout il y a des moments d'humiliation pure. Si vous avez regardé la série, le moment avec les panneaux, j'ai trouvé ça d'une violence inouïe et ça m'a mis très mal à l'aise. J'ai bien aimé aussi le développement des personnages plus adultes, donc ceux qui ne sont pas au lycée. Donc la maman d'Otis, le père notamment de Adam. J'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils aillent gratter un peu dans l'univers des adultes. Après la mère d'Otis elle fait de la merde toute la saison, t'es en mode mais Jean, what the fuck are you doing? Qu'est-ce que vraiment je vais te mettre une patate dans ta gueule ma puce? Je peux pas donner des leçons à des jeunes quand tu es aussi peu irréprochable. Ce qui est bien c'est que du coup ça montre aussi que les adultes sont pas infaillibles, qu'ils font aussi leurs erreurs et que bah parfois c'est pas les meilleurs exemples quoi. En termes de couleurs, en termes de plans, c'est toujours aussi génial. Ensuite, dans un autre registre qui n'a rien à voir et qui est beaucoup plus sombre, j'ai enfin vu le mini documentaire sur les attentats du 13 novembre. 13 novembre Fluctuat Nec Mergitur. Donc c'est une mini-série
de 3 épisodes qui reviennent chronologiquement sur la façon dont les attentats se sont déroulés, les attentats du 13 novembre. C'est une série qui est très émouvante, il y a des vrais témoignages de gens qui ont vécu en fait les attentats. C'est décrit chronologiquement et aussi dans les différents endroits dans lesquels ça s'est passé, donc d'abord au Stade de France, ensuite dans les cafés et ensuite au Bataclan. L'épisode au Bataclan, il est dur, enfin vraiment c'est une boucherie, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Le fait d'avoir des vrais témoignages de gens, ça rend le truc tellement plus réel. Moi il y a des moments où je regardais, je me disais c'est pas possible que ce soit vraiment arrivé en fait. C'est pas possible que ce que les gens soient en train de décrire, ce soit ce qu'ils aient vécu. Je pense que c'est important de le voir, c'est un peu un devoir de mémoire aussi quoi. Moi je l'ai regardé dans cette optique là en me disant c'est des choses qu'il faut pas oublier. Il y a quelques images d'archives où on va voir des gens quand ils sortent du Bataclan, donc on va voir un peu de sang. C'est quand même assez soft entre guillemets en termes d'images qu'ils ont choisi de mettre dans le documentaire pour que ça reste accessible. J'ai pu le voir sans trop de problème. Après en termes d'émotion, j'ai pris une gifle et j'étais pas très bien après, mais en termes d'image j'ai pas eu de trucs qui m'ont fait faire des cauchemars après quoi. Ensuite, parce que j'adore changer de registre toutes les 5 secondes, j'ai regardé un petit K-drama qui s'appelle Nevertheless et donc c'est évidemment sur une histoire d'intrigue amoureuse entre 2 protagonistes. Ça se passe dans un lycée, c'est des personnes qui font de la sculpture. C'est des personnages qui sont attachants, c'est un peu tricky et un peu long en termes d'intrigue. Je vous en parle parce que pour ceux qui regardent des K-drama, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant et je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les acteurs principaux. Enfin pour moi c'est la base d'un bon drama. Si l'histoire est trop cool mais qu'il y a zéro alchimie, comment tu veux croire l'histoire d'amour? Là l'alchimie est plutôt cool vraiment, mais par contre il était un peu long. Enfin je pense qu'on aurait pu enlever 4 épisodes faciles, c'était rapide. J'ai vu évidemment le K-drama dont tout le monde a parlé, Squid Game. J'étais en mode ok, regardons-le, toute la France entière en parle, tout le monde entier en parle. Pour une fois qu'il y a un truc sud-coréen qui est mis à l'honneur, autant que je le regarde. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas suivi tout simplement, concrètement c'est une critique de la société qui est assez violente, on ne va pas se mentir. Des personnes très pauvres, donc en situation d'endettement extrême, comme ça arrive beaucoup dans des pays qui n'ont pas un système social comme le nôtre, donc des gens qui vont emprunter à des prêteurs à gages etc, qui se retrouvent dans des situations où en fait ils sont en danger tellement ils peuvent pas rembourser leurs prêts. Donc l'intrigue elle repose simplement sur le fait que les personnes très pauvres vont se voir offrir la possibilité de participer à un jeu qui leur permettrait de gagner beaucoup d'argent de manière à sortir de leurs dettes. Et donc pour ce faire ils doivent jouer à des jeux dont ils ne savent pas trop l'issue au début, c'est pas très clair. Et en fait on va comprendre très vite, vraiment très vite, dès le premier épisode, le jeu il a une issue fatale. Donc le premier jeu c'est 1, 2, 3 soleil, vous avez dû le voir partout, cette fameuse petite poupée avec les yeux rouges qui vise les gens et qui leur tire dessus si ils n'arrivent pas à rester immobiles. La série est pour le coup assez violente, on va pas se mentir, il y a du sang, il y a de la boucherie, il y a de la manipulation. Pour le coup là c'est vraiment la survie pure. On est vraiment sur des gens qui vont pas hésiter à se faire des crasses, à s'entretuer parce qu'il y en aura qu'un qui va gagner cette somme d'argent et faut être celui qui reste en fait. Et donc va y avoir des évolutions de personnages qui vont être très intéressantes. L'épisode, je crois que c'est l'épisode 6 sur le jeu des billes, alors là je peux vous dire que j'ai chialé ma race. Bravo, vraiment bravo, parce que là t'as vraiment la trahison pure quoi. Ah ouais. Une vraie critique de la société capitaliste hein, pour le coup, où t'as vraiment des gens très pauvres et des gens très riches. Je trouve que l'intrigue est très originale, le fait de faire jouer les adultes à des jeux d'enfants, et c'est vraiment des jeux auxquels nous aussi on a joué dans la cour de récréation, et je trouve que ça leur donne un enjeu supplémentaire quoi, parce que c'est des jeux dont on connaît les règles. Mais je suis toute blanche, qu'est-ce qui se passe? Enfin, les podcasts, en termes de podcasts, je crois que j'ai pas grand chose à vous conseiller, parce que j'en ai pas écouté. Il y a juste Ex, que j'ai écouté pas mal ces derniers temps, donc c'est des histoires de gens qui racontent la fin de leur histoire amoureuse avec une personne. Dans le même délire que Transfert ou Passage, c'est des gens qui vont raconter leurs histoires. C'est le genre de podcast que je préfère. Évidemment, je continue à écouter L'heure du monde, meilleur podcast ever, qui est un podcast informationnel qui va aller diguer un peu dans un sujet pendant une vingtaine de minutes. C'est déjà la fin de ce petit bilan culturel des familles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, la partager et vous abonner à ma chaîne évidemment. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je partage mes derniers achats de bouquins, de fringues. J'ai acheté ce petit pull hyper sympa hier par exemple chez Compil Store qui est une friperie hyper sympa pas très loin de République. J'ai acheté d'autres pulls là-bas que je vous ai montré en story Instagram. Si vous ne voulez pas rater ça, venez me suivre sur Instagram évidemment. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.